Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule La trousse pirate. Cette histoire, écrite et illustrée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais savoir, t'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, je t'invite à rejoindre ton lit, à attraper ton doudou et à te laisser bercer par le son de ma voix, car notre histoire commence. C'était la veille de la rentrée. Et dans la petite chambre de Timéo, tout était prêt, sauf lui. Son cartable neuf attendait, bien rangé au pied du lit. Ses habits étaient pliés avec soin sur la chaise. Mais Timéo, lui, regardait par la fenêtre, le cœur lourd comme un caillou mouillé. Dehors, les feuilles d'automne dansaient sous le vent. À l'intérieur, le silence grignotait doucement les murs. Timéo serrait son doudou contre lui. Il avait 7 ans, mais ce soir-là, il aurait bien aimé en avoir 5, ou même 4. « Maman, tu crois qu'ils vont se moquer de moi ?» demanda-t-il d'une toute petite voix. « Pourquoi ils se moqueraient, mon trésor ?» Parce que j'ai peur de parler et je rougis tout le temps. Même quand je dis bonjour. Sa maman le prit doucement dans ses bras. Son parfum sentait le miel et la lavande. Parfois, on croit qu'on est tout petit, mais on a des trésors immenses, juste cachés à l'intérieur. Timéo hocha la tête sans répondre. Puis, il se glissa sous la couette et ferma les yeux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, tout au fond de son tiroir à chaussettes, une vieille trousse prenait vie. Une trousse oubliée depuis des années, couverte de poussière, avec un crâne de pirate brodé sur le cuir. Ses coutures frémissaient comme si elles respiraient. Dans la pénombre, un petit « voût » se fit entendre. La fermeture éclair venait de bouger toute seule. À l'intérieur, un compas doré s'illumina d'une douce lumière. Et dans un souffle à peine audible, la trousse murmura. « Capitaine trouvé! Demain, l'aventure commence !» Mais Timéo dormait déjà, les joues rosées, sans savoir qu'un fabuleux voyage l'attendait dès le premier jour d'école. Le matin se leva dans un éclair d'orange et de rose. Un rayon de lumière caressa le visage de Timéo, qui ouvrit ses yeux en fronçant les sourcils. Aujourd'hui, c'était la rentrée. Son ventre gargouilla, mais ce n'était pas de faim, c'était de trac. Il s'habilla lentement, noua ses lacets 2 fois, vérifia que son cartable était bien fermé et descendit prendre son petit déjeuner. Tout était normal, ou presque. Car dans son sac, sans qu'il ne le sache, la trousse pirate avait embarqué. Elle s'était glissée entre les cahiers, le taille-crayon et la boîte de feutre, prête pour sa mission secrète. À l'école, la cour bourdonnait comme une ruche. Les enfants criaient, couraient, riaient. Timéo restait planté là,
les mains dans les poches, les yeux vers ses chaussures. « Ça va aller », murmura-t-il pour se donner du courage. La cloche sonna, les portes s'ouvrirent. La maîtresse souriait. Timéo entra dans la classe et s'assit à sa place, tout au fond, contre le mur. Il ouvrit son cartable et là, la trousse s'ouvrit toute seule, lentement, très lentement. « Hein ?» souffla Timéo, surpris. Un petit objet roula jusqu'à lui. Une gomme en forme de boussole, avec une aiguille qui tournait toute seule. « Capitaine Timéo, prêt à embarquer ?» La voix venait de la trousse. Timéo écarquilla les yeux. Il regarda autour de lui. Personne n'avait rien entendu. La maîtresse écrivait au tableau. Les autres enfants dessinaient. Lui, il chuchota. Qui parle ? Moi, ta trousse ! Une trousse pas comme les autres ! Une trousse de pirate ! J'ai choisi un capitaine ! Et c'est toi ! Timéo n'en revenait pas. Mais quelque chose au fond de lui sourit. Peut-être que cette rentrée ne serait pas si terrible. Le matin passa lentement. Timéo n'osait pas lever la main. Mais de temps en temps, il glissait un œil vers sa trousse. Elle semblait dormir, posée sagement sur la table, jusqu'à la récréation. « Capitaine, c'est le moment de ta première mission !» chuchota soudain la trousse pirate. « Une mission ?» demanda Timéo en marmonnant. Il ouvrit son cartable, discrètement. La trousse se remua. Puis, un objet en sortit tout seul. Une loupe dorée, toute légère, attachée à une ficelle en cordelette. « Ta mission ! Retrouver le trésor invisible de la cour !»« Il y a un trésor ici ?»« Bien sûr ! Mais il ne brille pas en or. Il brille en sourire. À toi de jouer, capitaine !» Timéo regarda autour de lui. Il vit un garçon seul près des balançoires, en train de dessiner avec un caillou. Puis, une petite fille assise près du toboggan, l'air triste. Il inspira fort, comme avant un grand plongeon, et s'approcha. « Tu veux jouer à chercher un trésor ?» dit-il, sa loupe à la main. « Un trésor ?» répéta la petite fille. « Quel genre ?»« Un spécial. Il est invisible. Mais si on le trouve, il peut changer la journée. » Ils se mirent à chercher ensemble. Rire timide d'abord, puis plus franc. Le garçon les rejoignit. Bientôt, ils formèrent une petite équipe de pirates, explorant les coins de la cour avec des yeux neufs. Et, au fond de son cartable, la trousse pirate souriait dans l'ombre. Timéo, le timide capitaine, venait de vivre sa toute première aventure. Et ce n'était que le début. Le lendemain, Timéo se réveilla le cœur léger. Il avait hâte d'aller à l'école, chose qui ne lui était jamais arrivée avant. Il repensait à la chasse au trésor, au sourire, aux nouveaux copains et surtout à sa trousse magique, fidèle comme un vrai compagnon d'équipage. Mais une fois en classe,
quelque chose clochait. Il ouvrit son cartable. La trousse était là, immobile, silencieuse. Il la secoua un peu. Rien. Pas un mot, pas une lumière, pas d'objet secret. « Trousse ?» chuchota-t-il. « Tu es là? C'est moi, le capitaine. » Rien. Le silence. Toute la journée, Timéo attendit un signe, un murmure, une boussole vivante, un stylo enchanté. Mais sa trousse restait muette, ordinaire, vide de magie. Dans la cour, il retrouva les autres enfants, mais cette fois, il n'osa pas proposer de jeu. Sans la trousse, il avait l'impression de ne plus savoir quoi dire, quoi faire. Il resta à l'écart, les bras croisés, le regard perdu. « Peut-être qu'elle s'est trompée de capitaine », pensa-t-il tristement. Quand il rentra chez lui, il jeta son cartable au sol. Il monta dans sa chambre, ferma la porte et se roula dans sa couette. Plus tard, quelqu'un frappa doucement. C'était papa, avec une voix pleine de douceur. « Ça n'a pas été aujourd'hui ? » ?»« Non, elle ne me parle plus. »« Qui ça ? » ?»« La trousse. » Son père sourit sans se moquer. « Tu sais, peut-être qu'elle a juste voulu te montrer que tu pouvais le faire tout seul. Et si c'était toi, la magie ?» Timéo ne répondit pas, mais au fond de lui, quelque chose s'éveilla, comme une braise timide qui attend qu'on souffle un peu dessus. Cette nuit-là, Timéo fit un drôle de rêve. Il était à bord d'un grand navire de bois, voile gonflée par le vent, sabre accroché aux poutres et le ciel étoilé au-dessus de lui. Au milieu du pont, la trousse pirate l'attendait, ouverte comme un coffre précieux. « Tu crois que je t'ai abandonné, capitaine ?» dit-elle. « Ben, tu ne parlais plus. »« Parce que tu n'avais plus besoin de moi. Tu avais déjà tout en toi. » « Tout ? » Le courage, l'imagination, l'envie de t'ouvrir aux autres. Je ne t'ai jamais donné ces choses-là, Timéo. Je t'ai juste aidé à les découvrir. Le vent souffla plus fort. Une pluie d'étoiles tomba autour de lui. Et, quand il ouvrit les mains, un petit parchemin y reposait. Un mot griffonnait dessus. Le plus grand trésor, c'est ce que tu es. N'oublie jamais. Timéo se réveilla lentement, le cœur battant. Il ouvrit les yeux. Le parchemin n'était plus là, mais il sentait au fond de lui que ce rêve était vrai. À l'école, il entra en classe, plus calme qu'à son habitude. Sa trousse était là, silencieuse. Il sourit, la posa sur son bureau et leva la main. « Oui, Timéo ?» dit la maîtresse, surprise. « Je connais la réponse, je crois. C'est le verbe être, au présent. Je suis, tu es, il est. » Un silence, puis des petits applaudissements. Un camarade se retourna et lui fit un petit clin d'œil. Et dans un coin de la trousse, une fermeture éclair remua, juste un tout petit peu. Timéo, lui, ne rougit même pas. Il se sentait capitaine, un vrai, sans sortilège, sans magie. Juste lui. Quelques jours passèrent.
Timéo riait plus souvent, jouait sans attendre qu'on l'invite, proposait des idées, des histoires, des aventures. Sa voix, autrefois toute petite, portait doucement. Et chaque matin, il glissait sa trousse pirate dans son cartable avec un clin d'œil complice. Mais un lundi, en ouvrant son cartable, la trousse avait changé. Elle n'était plus animée. Juste une trousse, silencieuse, vide. Tous les objets magiques avaient disparu. À leur place, il trouva une petite plume dorée et un morceau de carte ancienne, déchiré, comme venu d'un autre monde. Sur le revers, un mot était écrit à l'encre brune. Capitaine Timéo, mission accomplie. Un nouveau mousse a besoin de moi. Continue de croire en tes trésors. Signé, la trousse pirate. Timéo resta un instant immobile. Il sentit quelque chose monter dans sa gorge, entre le rire et les larmes. Puis, il rangea doucement la plume dans sa poche, comme un talisman. Ce jour-là, dans la cour de récréation, il vit une petite fille toute seule près du bac à sable. Elle tenait sa trousse contre elle, l'air triste. Il s'approcha, le cœur tranquille. « Salut! Tu veux venir jouer avec nous? On joue à chercher des trésors invisibles. » C'est quoi? Des trésors invisibles? Ce sont ceux qu'on garde à l'intérieur. Mais si on regarde bien, on finit toujours par les trouver. Elle hocha la tête timidement. Ils s'éloignèrent en courant. Dans le ciel, un nuage avait la forme d'un navire. Et quelque part, très loin, une trousse pirate reprenait la mer, à la recherche d'un nouveau capitaine au trésor caché. Dans une savane dorée par le soleil du matin, une petite école se dressait entre deux baobabs. C'était une école pas comme les autres, où les élèves avaient des pattes, des plumes ou des griffes. Ce jour-là, un nouveau venait d'arriver. Gustave, un petit lion au regard timide et à la crinière en bataille. Il marchait doucement vers la classe, les oreilles baissées et le cœur qui tambourinait comme un tambourin de pluie. Autour de lui, les autres animaux le regardaient, chuchotaient, riaient parfois. Gustave aurait voulu disparaître dans un trou de termites. La maîtresse, une chouette aux lunettes rondes, l'accueillit d'une voix douce. « Bienvenue, Gustave! Viens te présenter à la classe! » Gustave ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit, juste un étouffé. Ses joues devinrent rouges comme les pétales d'un hibiscus. Il s'appelle Gustave, murmura la maîtresse avec un sourire. Il vient de la plaine des hautes herbages. Il aime dessiner et rêver. Un zèbre à rayures fines chuchota. Il est muet ou quoi? Gustave entendit. Ses oreilles chauffèrent. Ses pattes tremblèrent. Il baissa les yeux et s'assit en silence. La journée passa lentement.
Gustave ne leva pas la patte une seule fois. Il avait des réponses pourtant, des idées plein la tête. Mais dès qu'il sentait les regards tournés vers lui, il se figeait, comme si son cœur se nouait dans un lasso invisible. À la récré, il s'assit sous un acacia. Une gazelle s'approcha doucement. « Moi, c'est Luna. Tu veux jouer ?» Gustave rougit. Il hocha la tête sans parler. Il ne savait pas encore que ce simple oui, silencieux, allait changer bien des choses. Le lendemain matin, le ciel était encore teinté de rose quand Gustave arriva à l'école. Il avait passé la nuit à se retourner dans son lit de feuilles, le ventre noué. Dans sa tête, les mots tournaient, se bousculaient, mais sa bouche, elle, restait fermée comme une huître trop timide. En classe, les pupitres étaient faits de troncs creusés et les tableaux d'ardoises suspendus aux branches. Les élèves s'installaient en piaillant, rugissant ou hennissant, sauf Gustave, qui se glissait en silence à sa place, près de Luna. « Bonjour, Gustave !» souffla-t-elle avec douceur. Il sourit un peu, sans répondre, mais son cœur se réchauffa. « Aujourd'hui, » dit la maîtresse en tapant doucement de l'aile, « nous allons réciter chacun une petite comptine. Le but, c'est de s'amuser, pas d'être parfait. » Un frisson parcourut Gustave des moustaches jusqu'au bas de la queue. Les uns après les autres, les animaux se levèrent. Un crocodile récita avec trop de bave, un flamant rose le bec en l'air, et même Luna, qui chantonna timidement, mais joliment. Puis vint le tour de Gustave. Le silence tomba comme une pierre. Il se leva, ouvrit la bouche. Rien. Pas un mot. Son souffle se coinça. Ses pattes devinrent molles. Il rougit. Encore. Rouge, comme un coucher de soleil pressé. Dans le fond de la classe, un singe fit un petit bruit moqueur. Le lion qui se rugirque dans sa tête. Quelques rires étouffés fusèrent. Gustave sentit ses yeux picoter. Il s'assit sans un mot. Tout au fond de lui, quelque chose se chiffonna, comme une feuille trop froissée. Luna posa sa patte sur la sienne. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être spécial, tu sais. Mais Gustave n'en était pas si sûr. Le vent soufflait doucement ce matin-là, faisant danser les herbes autour de l'école. Une odeur de fleurs sauvages flottait dans l'air. Mais, dans le ventre de Gustave, c'était la tempête. Il n'avait pas dormi. Les moqueries du singe résonnaient encore comme des tambours dans sa tête. Même si elle lui avait prêté son crayon en forme de girafe, il avait l'impression d'être invisible. « Mes chers élèves !» annonça la maîtresse chouette d'un ton joyeux. « Cette semaine, nous allons préparer une pièce de théâtre pour la grande fête de la savane. » Un murmure d'excitation parcourut la classe. « Chaque élève aura un rôle, grand ou petit, mais essentiel, » déclara-t-elle en clignant de ses grands yeux dorés. « Et
vous pourrez même créer votre propre décor. » Gustave sentit son cœur bondir. Théâtre, jouer, devant tout le monde. Il sentit une goutte de sueur perler sous sa crinière. « Moi, je veux bien faire un chevalier !» s'exclama le zèbre. « Et moi, une fée étoile !» cria la tortue. Gustave, lui, ne disait rien. Il rêvait d'être une brindille ou une pierre, quelque chose de discret. Mais la maîtresse le regarda tendrement. « Gustave, j'ai pensé à toi. Tu pourrais jouer le roi courageux. » Le cœur de Gustave rata un battement. Il voulut dire « non merci » ou « je préfère peindre les décors ». Mais aucun mot ne sortit. « Tu n'auras pas crié, juste marcher droit, à dire quelques phrases et à poser ta patte sur le cœur. » Il hocha la tête, très lentement. Ce soir-là, allongé dans son lit, il répéta en silence. « Je suis le roi courageux. » Et pour la première fois, il ne rougit pas. Les jours passaient et l'école de la savane se remplissait de murmures, de découpes en carton et de chapeaux brillants. Dans un coin de la classe, on cousait des capes en feuilles de bananier. Dans un autre, on peignait un château sur un vieux drap suspendu. Gustave, lui, tenait dans ses pattes un petit parchemin froissé. Dessus étaient écrites ses répliques, seulement 3 phrases, mais elles lui semblaient immenses. « Je suis le roi courageux. Dans mon royaume, chacun a le droit d'avoir peur, mais personne n'est seul. » Il murmurait ces mots chaque jour, le soir dans son lit ou au pied d'un arbre pendant la récréation. « Tu veux qu'on répète ensemble ?» proposa Luna en ajustant sa couronne d'étoiles. « Je veux bien », répondit Gustave dans un souffle. Avec elle, tout semblait plus léger. Il osait. Il se tenait un peu plus droit. Il ne devenait plus du tout rouge. Ou alors, juste un peu. Mais ce n'était plus gênant. Un après-midi, la maîtresse organisa une répétition générale. Devant tous les élèves, Gustave enfila sa cape rouge et sa couronne en feuilles dorées. Il tremblait. Sa queue balayait le sol. Mais quand il entra sur scène, un calme étrange l'envahit. Le silence. Tous les regards tournaient vers lui. Mais il ne s'enfuit pas. Il avança. « Je suis le roi courage !» Sa voix était douce, mais claire. « Dans mon royaume, chacun a le droit d'avoir peur, mais personne n'est seul. » Un frisson parcourut la salle. Même le petit singe ne disait plus rien. Et quand il sortit de scène, Luna l'attendait, les yeux brillants. « Tu étais magique !» Gustave ne répondit pas. Il souriait. Et cette fois, ce n'était pas de la gêne. C'était de la fierté. Le soleil s'était couché plus tôt que d'habitude, comme s'il voulait laisser la place aux projecteurs de la fête. Dans la grande clairière de la savane, les animaux avaient installé des rondins pour s'asseoir
des guirlandes de lucioles dans les arbres et un rideau fait de lianes tressées. Ce soir-là, tout brillait. Les familles arrivaient en chuchotant. Les plus petits portaient sur le dos des plus grands. On sentait l'odeur des mangues sucrées et du maïs grillé. Dans les coulisses, derrière les grands buissons, Gustave tremblait comme une feuille de papyrus. Il avait beau avoir répété encore et encore, il avait peur. Une peur chaude qui collait aux pattes et chatouillait la gorge. « Tu vas être génial !» lui souffla Luna en posant sa tête contre la sienne. « Et si j'oubliais ?» murmura Gustave. « Et si je rougis? Et si tout le monde me regarde ?» Luna sourit. « Alors on verra ton cœur. Et il est très beau ton cœur. » La maîtresse chouette annonça le début de la pièce. Le rideau de liane s'écarta. La lumière des lanternes éclaira la scène. Les premiers rôles passèrent. La fée, le dragon, le messager à plumes. Puis vint le moment du roi courage. Gustave inspira profondément. Il entra. Silence total. Il avança, cap au vent, couronne droite. Dans la lumière chaude, ses poils semblaient briller. « Je suis le roi courage !» dit-il d'une voix ferme. « Dans mon royaume, chacun a le droit d'avoir peur, mais personne n'est seul. » Une seconde suspendue, puis des applaudissements, des pattes qui frappaient le sol, des ailes qui battaient l'air, des cris de joie. Gustave souriait. Il avait osé. Et cette fois, ce n'était pas la lumière qui le faisait briller. C'était lui. Le lendemain matin, la savane s'éveilla lentement, bercée par les chants des oiseaux et les pas feutrés des familles qui repartaient, encore émerveillées par la fête. À l'école, la cloche en noix de coco tinta comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Gustave entra sans baisser les yeux. Il souriait à ceux qu'il croisait, même au petit singe qui lui fit un signe timide. Il s'assit à sa place près de Luna, le dos bien droit et la queue tranquille. « Aujourd'hui, » dit la maîtresse chouette en ouvrant son livre. « Chacun racontera son souvenir préféré de la fête d'hier. » Gustave sentit un frisson. Avant, il aurait détourné le regard. Mais cette fois, il leva doucement la patte. Les autres le regardèrent. Il rougit un peu, bien sûr, mais il se leva. « Mon moment préféré, c'était quand j'ai dit ma phrase et que tout le monde m'a écouté. Pas parce que j'étais fort, mais parce que j'étais moi. » Un silence doux suivit ces mots. Puis, un murmure d'admiration. La maîtresse sourit, les yeux brillants. « Merci, Gustave, » dit-elle. « Tu nous rappelles que le courage ne fait pas de bruit, mais qu'il touche les cœurs. » Plus tard, à la récré, Luna le rejoignit sous leur arbre habituel. « Tu sais, » dit-elle, « t'as pas besoin de costume pour être un roi. Tu l'es déjà. » Gustave rit doucement. «
Peut-être. Mais parfois, ça aide une cape. » Ils rirent ensemble. Le vent soufflait doucement dans les branches. Et dans le cœur de Gustave, une certitude naissait. Parler, c'est un peu comme jouer. On tremble, et puis on rayonne. Et même s'il rougissait encore parfois, ce n'était plus un secret à cacher. C'était une lumière. À l'école des petits marronniers, il y avait une cantine comme nulle part ailleurs. Dès qu'on entrait dans le couloir, une douce chaleur vous caressait les joues. Une odeur de vanille, de soupe au potiron et de pain tout chaud flottait dans l'air comme une couverture invisible qui vous réconforte. Lou, une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux noisettes, s'arrêtait chaque jour devant la porte de la cuisine. Elle inspirait profondément, les narines grandes ouvertes, et soupirait. Ha ha ha. Ah. Ça sent le bonheur aujourd'hui. Mais ce qui intriguait Lou, c'était qu'elle n'avait jamais vu le cuisinier. Jamais. Pas une seule fois. Et pourtant, tous les jours, les assiettes arrivaient remplies de merveilles. Elle entendait parfois un plouf sourd, suivi d'un plof, 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 comme si quelqu'un marchait avec des bottes dans une flaque de purée. À midi, Lou n'y tint plus. Elle s'approcha doucement de la porte entrebâillée de la cuisine. Elle colla son œil contre l'ouverture et retint son souffle. « Hé, Lou, tu fais quoi ?» chuchota Gaël, son copain de classe. « Chut, écoute !» De l'autre côté, on entendait une voix grave chantonner. « Une pincée de poivre, un soupçon de joie, et un zeste de câlin pour toi. » Soudain, un énorme bruit de trompette fit sursauter Lou. « Qu'est-ce que c'était ?» s'écria Gaël, les yeux ronds comme des billes. « Une trompette ? Un animal ? Un monstre peut-être ?» Mais Lou ne croyait pas au monstre. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle était sûre d'une chose, le cuisinier n'était pas tout à fait comme les autres, et elle comptait bien le découvrir. Le lendemain matin, Lou n'avait qu'une idée en tête. Retourner espionner la cuisine. Mais cette fois, elle voulait voir, vraiment voir. Elle s'était levée plus tôt, avait avalé son chocolat chaud sans faire couler une goutte et avait couru jusqu'à l'école. Les couloirs étaient encore vides, baignés d'une lumière orangée. D'un pas léger, elle glissa jusqu'à la porte de la cantine. Elle tremblait un peu, d'excitation et d'un tout petit peu de peur aussi. Elle poussa doucement la porte. Et là, elle le vit, un énorme éléphant gris avec un tablier rayé et un chapeau de chef sur la tête. Il chantonnait en touillant une grande marmite avec sa trompe. Des bulles colorées éclataient doucement dans la soupe, laissant derrière elles de fines volutes sucrées. « Ah !» souffla Lou, émerveillée. L'éléphant sursauta, fit tomber une carotte, puis une autre, puis... splaf! Il glissa sur une peau de banane et atterrit sur son postérieur. « Oui, 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 oui !» marmonna-t-il en se redressant. Puis,
Il tourna sa tête vers Lou et ouvrit de grands yeux ronds. Bonjour, petite humaine. Tu ne devrais pas être là, tu sais. Lou sourit. Elle n'avait pas peur. Cet éléphant-là ne faisait pas peur du tout. Tu es le cuisinier? Oui, enfin, je m'appelle Émile. Émile l'éléphant. Je cuisine ici depuis très longtemps, mais je me cache. Les enfants ne m'aiment pas toujours, tu sais. Ils disent que je suis trop gros ou trop bizarre. Alors je cuisine dans le secret. Lou s'approcha. Son regard était doux. Moi, je te trouve merveilleux. Et puis, personne ne fait une purée aussi magique que toi. Émile sourit, timidement. Une petite larme brilla dans le coin de son œil. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu et accepté. Ce midi-là, Lou eut une idée. Elle retourna dans la cuisine, un grand tablier autour du cou, prête à aider Émile. Il hésita un peu, puis, voyant les étoiles dans ses yeux, il accepta. Très bien, mais il faudra écouter ma trompe à la lettre, d'accord? La petite fille hocha la tête, ravie. Émile sortit alors un grand saladier transparent. Il y versa une purée blanche, toute simple, puis attrapa 6 fioles suspendues à une branche de thym séché. Chacune brillait d'une couleur différente. Rouge coquelicot, jaune soleil, vert menthe, bleu ciel, violet myrtille et rose câlin. Ce sont des essences d'émotion, expliqua Émile. On les trouve dans les rires d'enfants, les chansons du vent et les câlins d'éléphants. Lou ouvrit grand les yeux. Des vraies émotions dans la purée? Goûte, tu verras. Une goutte de bleu. La purée avait le goût d'un ciel d'été. Une touche de jaune, elle pétillait comme un fou rire. Avec le rose, c'était comme un câlin de maman, tout chaud. C'est magique. Émile sourit. Sa trompe tourbillonna au-dessus du saladier, créant une spirale de couleurs qui se mêlèrent doucement. La purée devint arc-en-ciel. Quand Lou la goûta, elle ferma les yeux. D'un coup, son cœur se gonfla d'une joie immense. Elle se sentit courageuse, légère, joyeuse. « Tu peux la servir à mes camarades ?» demanda-t-elle, les joues rouges d'excitation. « Tu crois qu'ils sont prêts ?» « S'ils goûtent, ils comprendront. » Ce midi-là, dans le réfectoire, les enfants virent arriver Lou, fière comme un chef, avec une marmite scintillante. « Aujourd'hui, annonça-t-elle, on mange la purée qui fait sourire. » Et un à un, les enfants goûtèrent. Et un à un, leurs visages s'illuminèrent. Le lendemain, la purée arc-en-ciel était sur toutes les lèvres. Les enfants en parlaient dans la cour, dans les couloirs, même aux toilettes. Elle change le goût dans la bouche. J'ai eu le goût de mon anniversaire. Et moi, j'ai senti les bras de mon papy. Mais il y avait aussi des rumeurs, des chuchotements, des sourcils froncés. Il paraît que c'est un éléphant qui cuisine, murmura Noah
en chipotant ses petits pois. Un vrai? Avec une trompe? Demanda Milo, l'air dégoûté. Berk! Je veux plus jamais manger ce qu'il touche, moi! Répondit une voix moqueuse. Lou, assise plus loin, sentit son cœur se serrer. Elle avait voulu partager quelque chose de beau. Mais les moqueries faisaient tomber les couleurs comme la pluie sur une peinture fraîche. Le midi suivant, la cantine était silencieuse. Les enfants repoussaient leurs assiettes. La purée était grise, sans couleur, sans sourire. Dans la cuisine, Émile rangeait ses fioles. Lentement. Sa trompe ne chantait plus. Son chapeau de chef glissa sur sa tête. « Ils n'ont pas aimé, » murmura-t-il. « Je savais que ça finirait comme ça. Je suis trop différent. » Lou entra doucement, les yeux brillants d'inquiétude. « Émile, ce n'est pas vrai. Beaucoup ont aimé. Ils avaient juste peur de ne pas comprendre, de ce qu'ils ne connaissent pas. » Mais Émile secoua la tête. Il était déjà parti. Le lendemain, la cuisine resta fermée. Les couloirs sentaient le plastique tiède et les frites trop cuites. Les enfants mangeaient sans parler. Et dans les casseroles, les légumes refusaient de cuire. Les carottes boudaient, les petits pois s'éparpillaient. Même les pommes ne voulaient plus être épluchées. « Je crois que les légumes sont tristes, » murmura Gaël. Alors, Lou prit une grande décision. Si la magie ne vient plus à nous, c'est à nous de la faire revenir. Lou passa la récré à chuchoter dans les oreilles, distribuer des idées et faire passer des petits mots pliés. Même les plus grognons écoutaient en silence. Quelque chose naissait, quelque chose de doux, de vrai. Le lendemain matin, toute la classe arriva plus tôt que d'habitude. Gaël portait un saladier de riz au lait. Océane avait peint un dessin d'un éléphant souriant au milieu d'un champ de légumes rieurs. Tom avait écrit un poème. Trempe en cuisine, cœur en marmite. Émile mijote ce que tout le monde évite. L'amitié douce, la purée qui guérit, et les sourires dans chaque fruit. Même Noah, le plus moqueur, avait préparé une soupe toute simple, avec un mot glissé dedans. Pardon, j'avais peur. Maintenant, j'ai faim de magie. La porte de la cuisine restait fermée. Alors Lou frappa doucement. Émile, c'est nous. On a une surprise. Un silence, puis un froissement de tissu. Et enfin, plouf. La porte s'ouvrit. Émile était là, un peu décoiffé, les yeux fatigués. Je ne voulais plus cuisiner, mais vous êtes là avec des poèmes? Il vit les enfants, timides mais sincères, tendant leurs plats, leurs dessins, leurs mots. Son cœur fit 3 tours, puis un bond. Eh bien, je crois que je vais devoir allumer les fourneaux. Les enfants poussèrent un cri de joie. Toute la matinée, Émile cuisit, touilla, dansa avec sa trompe. Mais cette fois, il n'était pas seul. Chacun mettait la main à la pâte.
Une pincée de sucre ici, un éclat de rire là. Les légumes, enfin, reprirent des couleurs. Et à midi pile, la cantine s'emplit de parfums enchantés, de rires partagés et de plats aux couleurs du cœur. Ce jour-là, on ne mangea pas seulement, on célébra l'amitié. Depuis ce grand festin, tout avait changé. La cantine de l'école des petits marronniers n'était plus seulement un endroit où l'on mangeait. C'était devenu un lieu de fête, de rencontres, de douceur partagée. Chaque midi, Émile sortait de la cuisine, la trompe haute et le tablier bien noué. Il n'avait plus peur. Les enfants venaient lui parler, lui demander ses recettes, lui dessiner des gâteaux arc-en-ciel ou des casseroles à paillettes. « Émile, tu nous refais la compote de nuages ?»« Et moi, j'aimerais le jus qui fait sourire. »« Tu crois qu'on pourrait inventer une glace au souvenir ?» Émile riait de bon cœur, sa trompe frémissante. Il avait retrouvé confiance. Il savait maintenant qu'il avait sa place, ici, parmi eux. Même avec sa grosse voix, ses pas lourds et sa façon de danser avec les légumes. Un jour, Lou leva la main en classe. « Maîtresse, est-ce qu'on peut faire une sortie scolaire dans la cuisine ?» Tout le monde éclata de rire. Mais la maîtresse accepta. Et ce jour-là, Émile apprit aux enfants comment faire une purée avec leurs émotions. Une cuillerée de tristesse, un brin de courage et une larme de joie. Lou, elle, ne ratait jamais un repas. Elle s'asseyait toujours près de la porte, là où on entendait le mieux le plouf de la trompe dans les casseroles. Elle fermait les yeux, respirait à fond et se souvenait de ce jour où elle avait découvert que le plus grand des chefs pouvait être un éléphant. Et dans chaque assiette, il y avait un peu de magie. Et dans chaque sourire, un petit morceau de lui. Parce que Émile n'était pas un cuisinier comme les autres. Il était celui qui cuisinait avec le cœur. Ce matin-là, l'école semblait avoir perdu un peu de sa couleur. Le ciel était tout gris, les feuilles des arbres restaient immobiles et la cloche avait sonné plus doucement que d'habitude. Les enfants entraient un à un dans la classe des moyens grands, mais quelque chose clochait. La chaise de maîtresse Lisa était vide. Sur son bureau, il n'y avait ni carnet, ni tasse de thé, ni ses lunettes qu'elle oubliait toujours de poser sur son nez. « Où elle est, maîtresse Lisa ?» chuchota Joy, qui n'aimait pas les surprises. Benoît leva les épaules. « Elle est peut-être partie pour toujours ?» Un petit frisson parcourut la salle. Soudain, la porte se referma toute seule dans un souffle léger. Puis, un doux scintillement apparut au-dessus du bureau. Une lumière dorée, comme une étoile perdue. Elle tournoya, descendit lentement et se posa sur la chaise vide. C'était une toute petite fée, pas plus grande qu'un taille-crayon. Ses ailes brillaient doucement, comme la lune sur une flaque. Ses cheveux flottaient autour d'elle, comme portés par une musique invisible. « Bonjour !» murmura-t-elle d'une voix qui chatouillait les oreilles. « Je suis Oraline. Je remplace votre maîtresse aujourd'hui. »
Les enfants se regardèrent, les yeux grands ouverts. Est-ce qu'ils rêvaient? Est-ce que quelqu'un avait mis de la poussière magique dans les céréales du matin? Dimitri osa demander. Vous êtes une vraie fée? Oraline sourit. Bien sûr, mais... Chut! Je suis une fée de classe. Il ne faut pas le dire aux adultes, ils n'y croient plus. Et d'un battement d'ailes, elle fit apparaître une pluie minuscule d'étincelles sur le tableau. Ce jour-là, la leçon n'allait pas ressembler aux autres. La cloche de début de matinée n'avait même pas sonné, que déjà quelque chose avait changé dans la classe. Oraline, la fée remplaçante, voletait lentement au-dessus du bureau. Dans ses mains minuscules, elle tenait une boîte à craie, mais pas des craies ordinaires. Elles luisaient légèrement, comme si elles avaient dormi dans les étoiles. « Aujourd'hui, dit-elle doucement, nous allons dessiner ce que vous ressentez. » Les enfants se regardèrent, un peu perdus. « Comment on fait ça ?» demanda Alfred, intrigué. Oraline atterrit délicatement sur la table ronde du fond et posa la boîte. Chacun prend une craie, une seule, la couleur qui vous appelle. Abigail choisit une craie rose tendre. Elle sentait son cœur battre comme un tambour doux. Benoît, lui, attrapa une craie rouge vif. Ses sourcils froncés disaient déjà ce qu'il allait dessiner. Noam, après avoir hésité longtemps, prit une craie bleu pâle, presque transparente. Le silence se fit. Les enfants commencèrent à tracer sur le grand tableau noir. Des tourbillons, des flammes, des gouttes, des nuages. Mais ce qui surprit tout le monde, c'est que les dessins se mirent à bouger. Le dragon de Benoît ouvrit les yeux et bâilla. La goutte de Noam se mit à glisser lentement vers le bas du tableau. La fleur d'Abigail s'étira au soleil imaginaire. Ce n'est pas de la magie pour faire joli, expliqua Oraline. C'est la magie des émotions. Quand on les écoute, elles bougent, elles respirent, elles parlent. Benoît baissa les yeux. Moi, mon dragon, il crie tout le temps. La fée s'approcha et posa un doigt scintillant sur son épaule. Et s'il criait parce qu'il veut qu'on l'écoute? La classe resta silencieuse. Pour la première fois, ils dessinaient non pas avec leurs mains, mais avec leur cœur. L'après-midi commença avec un murmure. Pas un mot, pas un bruit de chaise. Juste le vent, qui passait doucement entre les rideaux. Oraline s'était penchée sur une pile de livres. Ses ailes tremblaient légèrement comme des feuilles dans la brise. Aujourd'hui, nous allons jouer au silence doré. Elle regarda les enfants avec un sourire doux. Celui qui écoute vraiment aura un souhait. Benoît fronça les sourcils. Écoutez quoi? Y a rien à écouter. Oraline leva un doigt scintillant. Justement, le silence parle, mais il faut l'écouter avec l'intérieur.
Les enfants s'installèrent en rond, jambes croisées, sans bouger. Même Alfred, qui gigotait toujours, restait calme. Le silence s'étira, long comme un fil d'or invisible. Lentement, chacun se mit à entendre des choses qu'il ne connaissait pas. Joy perçut son propre cœur qui faisait boum boum, boum boum boum. Abigail entendit un léger soupir derrière elle. C'était Dimitri qui se frottait les yeux sans bruit. Elle le regarda doucement et lui murmura: « Tu veux pleurer ?» Dimitri hocha la tête sans rien dire. Joy se leva timidement. « Moi, j'ai entendu de la tristesse. » Oraline s'envola lentement et posa une poussière d'or sur sa main. « Bravo, Joy. Tu as écouté avec ton cœur. » La petite fille sourit, fière et un peu émue. « Alors, j'ai droit à un souhait ?» La fée hocha la tête. « Oui. Dis-le tout bas dans ta main et souffle fort. » Joy ferma les yeux, murmura quelque chose que personne n'entendit, puis souffla doucement. La poussière s'envola et disparut dans une lumière tendre. Personne ne demanda ce qu'elle avait souhaité, mais tous comprirent que ce jour-là, le silence avait fait du bien à quelqu'un. À la récréation, le ciel s'était teinté de bleu pâle, comme lavé par les émotions du matin. Les enfants sortirent dans la cour, un peu différents, plus calmes, plus attentifs. Mais les habitudes reviennent vite. Benoît bouscula Noam sans faire exprès. Noam, vexé, lança: « T'es qu'un bousculeur !» Benoît répliqua: « C'est toi qui traînes !» La dispute gonfla comme un ballon trop rempli. Les voix montèrent, les bras s'agitèrent, jusqu'à ce qu'Oraline apparaisse au-dessus du bac à sable, les ailes frémissantes. « Stop !» Elle claqua 2 fois des doigts. Un petit banc moelleux, recouvert de mousse verte et de fleurs douces, poussa au centre de la cour comme une plante magique. « Voici le banc du pardon !» murmura-t-elle. « Quand on s'y assoit à deux, les cœurs s'allègent. » Les enfants s'arrêtèrent, intrigués. Benoît et Noam, encore tout rouges, furent les premiers à s'installer. « Et maintenant ?» souffla Noam. « Parlez avec le cœur !» dit Oraline en s'éloignant. Un long silence, puis Benoît dit, un peu gêné: « Je voulais pas te faire tomber, j'ai couru sans regarder. » Noam hocha la tête. « Moi non plus, je voulais pas t'énerver. J'ai eu peur. » Le banc se mit à luire doucement sous eux. Une pluie minuscule de confettis dorés tomba sur leurs cheveux. Les 2 garçons éclatèrent de rire. Très vite, d'autres enfants vinrent tester le banc. Abigail et Dimitri, qui s'étaient fâchés à la cantine. Joy et Alfred, qui s'étaient boudés pour un feutre violet. Le banc du pardon devint l'endroit préféré de la cour. Et au fond de la classe, Oraline souriait. Elle savait que parfois, la plus grande magie
c'est d'oser dire « Je suis désolée » et « Je te pardonne ». Dans l'après-midi, le ciel devint lourd, presque violet. Un silence étrange régnait dans la classe, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Oraline voletait plus lentement. Ses ailes paraissaient fatiguées. Elle s'arrêta au-dessus du bureau, les yeux brillants, mais un peu tristes. Ce soir, je devrais repartir, annonça-t-elle doucement. Les fêtes des classes ne restent qu'un jour. Des petits « Oh !» de surprise et de déception s'élevèrent. Joy murmura. « Mais on a encore besoin de toi. » Oraline hocha la tête. « Je le sais. Il reste une émotion qui n'a pas été partagée. Une émotion cachée. Tant qu'elle n'est pas libérée, je ne peux pas partir sereinement. » Les enfants regardèrent autour d'eux. Qui était-ce? Personne ne parlait. Mais soudain, une rafale de vent fit claquer les fenêtres. Des nuages sombres se massaient au-dessus de la cour. Un grondement lointain retentit. C'est Noam qui se leva. Il tenait sa craie bleue dans la main. « Chez moi !» dit-il d'une voix tremblante. « J'ai peur, pas de l'orage. J'ai peur que maîtresse Lisa ne revienne jamais. » Un éclair déchira le ciel. Les enfants se rapprochèrent. Même Benoît, d'habitude si fort, avait les yeux brillants. Oraline posa sa main sur l'épaule de Noam. « Merci, Noam. Tu viens d'ouvrir le dernier nuage. Maintenant, on va l'alléger ensemble. » Elle fit apparaître une grande feuille de papier ciel. Les enfants y dessinèrent tout leur peur. Des éclairs, des absences, des monstres, des silences. Puis, Oraline murmura. « Maintenant, soufflez dessus, tous ensemble. » Une lumière douce jaillit de la feuille. Les peurs s'envolèrent, en poussière d'étoiles, vers les nuages qui s'écartèrent doucement. Le soleil reparut, timidement. Et dans la classe, les enfants se sentaient légers, apaisés, un peu plus grands. Le lendemain matin, la lumière était douce, presque dorée. Dans la classe des moyens grands, les enfants arrivaient un à un peu plus calmes que d'habitude. La chaise de maîtresse Lisa n'était plus vide. Elle était là, souriante, les joues un peu pâles, mais les yeux pétillants. « Oh, comme vous m'avez manqué !» dit-elle d'une voix douce. « Alors, comment s'est passée votre journée hier ?» Les enfants se regardèrent. Un silence flottait. Puis Abigail sourit. « On a une remplaçante un peu particulière. » Benoît ajouta. « Elle était minuscule, mais immense à l'intérieur. » Noam, les mains croisées sur sa table, murmura. « C'est une fée. » Maîtresse Lisa haussa un sourcil en riant.
Une fée? Rien que ça. Elle allait poser son cartable quand elle s'arrêta net. Sur son bureau, un petit papier brillant attendait, entouré d'une traînée de poussière dorée. Elle le prit avec délicatesse et lut à voix haute. Merci d'avoir pris soin d'eux. Je repars, mais je laisse mon secret entre leurs mains. Continuez à écouter. À bientôt, Auraline. Maîtresse Lisa fronça les sourcils, intriguée. Mais les enfants souriaient tous, complices. Et sur le tableau, un dessin brillait encore, même après avoir été effacé 3 fois. Une paire d'ailes légères, comme tracées au souffle. Ce jour-là, la classe travailla autrement. Plus de rire, plus d'écoute. On leva la main, on écouta les silences, on partagea les colères sans honte. Et parfois, très discrètement, un battement d'ailes se faisait entendre juste derrière le rideau. Comme si Auraline n'était jamais vraiment partie. C'est à présent la fin de cette histoire, les enfants. Je vous souhaite de faire un gros dodo à présent et je vous dis à demain. Bonne nuit.